Dans la vidéo précédente, on s'est concentré sur la composante diffuse du matériau. C'est donc une composante qui est indépendante de l'orientation de la caméra. Donc ça va éclairer certains points de la surface, mettre dans l'ombre avec une certaine transition certains autres points de la surface. On va maintenant regarder les autres composantes du matériau, comme le reflet spéculaire ou le sheen et le coat. Je vais me concentrer d'abord sur le spéculaire, et on parlera donc également du métallique qui apparaît également dans la phase de spéculaire. Alors ces réflexions, cette fois, sont dépendantes vraiment des positions des éclairages, mais également de l'orientation du regard. Donc si j'ai un point lumineux ici, à un moment sous cet angle de vue, si je déplace mon point de vue, la tache lumineuse s'est déplacée sur la surface et reste liée à la position de mon regard. Donc je vois que cette fois, ces reflets-là sont dépendants vraiment aussi bien de la position de l'éclairage que de l'angle de vue. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire dessus. Alors on va vraiment avoir avec ces composantes-là également un paramètre de roughness qui nous fait passer, quand on est à 0 d'un reflet, qui est vraiment ce qu'on appelle le reflet spéculaire, à des reflets spéculaires de plus en plus diffus, jusqu'à arriver, quand on augmente cette valeur, à une réflexion spéculaire diffuse. Ça, c'est une première chose. Alors, on peut observer ici un exemple de la vie réelle, où on a décomposé la composante diffuse de la composante spéculaire. Et donc une chose qu'on remarque, c'est que la couleur de l'objet, le bleu du jeans, l'orange de la brique ou du carton, sont vraiment contenus dans la composante diffuse. La composante spéculaire, elle est vraiment, comme on le voit, typiquement blanche. Et donc c'est vraiment ce paramètre de roughness qui va nous donner un aspect différent pour les différents matériaux, soit vraiment très pointu, presque miroir ici, soit beaucoup plus diffus, si on va vers des tissus ou des matériaux comme des cartons, et donc on aura éventuellement des valeurs relativement peu élevées qui vont nous donner toutes sortes de surfaces plastiques, etc. Donc ici on serait plus dans ce genre, avec ce genre de valeurs sur des valeurs comme pour le carton, et ici, avec des valeurs nettement plus élevées, des valeurs pour des tissus. Mais ce qu'on observe donc, c'est que pratiquement pour tous les types de surfaces, on aura une réflexion spéculaire. Je vais maintenant passer en revue les 6 paramètres, les 6 paramètres du spéculaire, et voir qu'en fait, il y en a vraiment deux qui sont absolument essentiels, c'est le roughness et l'indice de réfraction, Index of Refraction en anglais, qui sont donc les deux paramètres vraiment les plus importants. Donc le poids, lui, va agir sur le fait d'utiliser ou pas la composante de spéculaire. Donc je peux activer ou désactiver cette composante de spéculaire, et on va relativement rarement le manipuler, étant donné qu'on a plutôt envie d'utiliser cet indice de réfraction pour venir dire que, donc si je me mets à 1, on va voir que mon paramètre de spéculaire, mon spéculaire disparaît, et si je commence à aller à des valeurs légèrement plus élevées, mon spéculaire va commencer à apparaître d'abord sur les surfaces qui sont orientées perpendiculairement à la caméra. Donc petit à petit, le reflet spéculaire vient apparaître également sur les surfaces qui font face à la caméra. Et en fait, cette valeur, c'est ce qu'on appelle donc cette répartition selon l'orientation des faces, c'est ce qu'on appelle l'effet Fresnel. Et donc cet effet Fresnel, en fait, il est tout à fait étudié physiquement et correspond à des valeurs qui sont tout à fait définies ici. Et donc on voit des valeurs ici pour le téflon 1.35, pour une perle 1.53, etc. On a des valeurs ici qui sont assez typiques. Et pour des plastiques, par exemple, on irait chercher des valeurs de 1.4, pour de la porcelaine 1.5. Donc on va vraiment avoir des valeurs ici qui sont
bien répertoriés et qui tournent typiquement autour d'1.5. Donc je vais rester avec ma valeur d'1.5. On voit ici une variante de valeurs et en fait plus on va augmenter ces valeurs-là, plus on va aller vers quelque chose qui se rapproche des métaux. Donc une première manière de se rapprocher de quelque chose de métallique serait d'augmenter vraiment la valeur de l'indice de réfraction. On va voir en fait que le modèle d'Arnold, donc la standard surface, permet en fait d'aller un peu plus loin. J'y reviendrai juste après. Alors, le deuxième paramètre le plus important, c'est donc le roughness. Et c'est donc le roughness qui va petit à petit diffuser cette réflexion miroir pour aller vers une réflexion de plus en plus floue. Et on peut remarquer, au fur et à mesure qu'on augmente cette réflexion, que les points sont de moins en moins blancs, moins en moins lumineux. C'est-à-dire que avec la dispersion floue du reflet spéculaire, il y a également une dispersion de la quantité de lumière, de telle manière que elle est toujours, la quantité de lumière qui arrive sur la surface est toujours égale à la quantité qui rebondit, et si elle est plus diffuse, elle apparaît du coup moins pointue, moins blanche. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait visualiser sur une image comme celle-ci. Donc il y a globalement toujours la même quantité d'énergie qui est renvoyée dans la scène, sinon qu'elle est plus diffuse. Donc on voit déjà avec ce paramètre roughness qu'on passe d'une réflexion vraiment miroir à, quand on a des très petites valeurs, des réflexions qui correspondent à des céramiques, à un bol ou une canette peut-être, à petit des matériaux un peu plus comme des plastiques durs, des plastiques d'une souris d'ordinateur, et progressivement des plastiques un petit peu plus flous, et on va progressivement aller vers des matériaux qui seront plus de type papier pardon, ou tissu. Et donc on sent vraiment bien que c'est un paramètre vraiment essentiel pour donner un ressenti du matériau. Alors on va avoir envie souvent de faire varier cette sensation, que ce soit par un grain ou une texture. Donc on ira rajouter du bump, je vais regarder ça après. Et une autre manière de le faire varier, ce serait l'idée peut-être simplement qu'on a envie d'avoir par exemple des taches de gras, l'impression de taches sur la surface. Et donc je vais d'abord regarder l'idée de faire varier ce paramètre ici. Donc on a des valeurs qui vont de 0 à 1 et on va faire varier ça avec des valeurs de noir à blanc. Et donc pour faire varier cette valeur de specular roughness, je vais connecter une des valeurs de soit rouge, soit vert, soit bleu, peu importe, c'est des valeurs de gris en fait. Je vais connecter ça à mon paramètre de specular roughness. Quand je fais ça, j'utilise donc une texture qui pour le moment est ceci, donc qui va de noir à blanc. Je connecte ça à mon paramètre, et donc là où c'est noir, ma valeur vaut 0, là où c'est blanc, ma valeur vaut 1. Donc j'obtiens un résultat qui est peut-être pas très maîtrisable et pas très maîtrisé ici. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai fait dans la précédente vidéo, c'est le faire passer par une rampe. Ici, une rampe que j'ai réglée en custom. Donc je connecte l'input et ça va me permettre de transformer ma texture noise en une texture sur laquelle je vais pouvoir venir jouer avec ici par exemple 2 nuances de couleurs. Et je vais donc avoir, là où ma texture est gris ici, une valeur de 0,063, donc je vais peut-être mettre une valeur de 0,1 par exemple. Et je vais mettre une deuxième valeur ici. Et je peux choisir comme valeur ici, on va mettre 0,3. Et donc je me fais une map de texture. Sur base de mon noise, je me fais une map de texture, je vais peut-être les inverser, comme ça on voit mieux la correspondance. Donc je me fais une map de texture qui me contraste un petit peu plus ma texture entre deux valeurs de 0,1 à 0,3. Alors ceci, ça va me donner au résultat des tâches qui sont clairement
soit comme embué comme ça ou plus nettement plus marqué. Et donc évidemment je peux, si je le désire, régler mes valeurs plus manuellement pour avoir le résultat qui m'intéresse. Je peux comme ça transformer ma texture de bruit, utiliser une texture de bruit pour disposer des tâches aléatoirement. Alors évidemment, je vais regarder avec deux trois autres bruits, quelques variantes de ça. Ici un exemple de bruit qui est donc si je prends le bruit d'origine, c'est un bruit qui est écrasé verticalement en mettant un scale très différent dans une des valeurs. Donc quand je le transforme avec la rampe, j'obtiens de nouveau deux valeurs ici, et quand je regarde le résultat, j'obtiens comme ça une variante lignée. On pourrait imaginer que ça commence à se rapprocher de quelque chose, peut-être de coup de peinture, ou de... Donc on commence à avoir une matière qui entre ici, grâce à la texture. Alors ça, c'était donc une première manière de texturer le spéculaire en travaillant sur le roughness. Je vais regarder une autre manière de faire qui consiste à travailler avec le bump mapping. Donc je vais supprimer ceci et utiliser cette fois, donc je peux même supprimer pour le moment ma rampe, je vais utiliser cette fois le bump. Donc le bump, c'est une manière de faire du relief ici, et je peux glisser une texture noir et blanc avec le bouton du milieu sur le champ de bump mapping. Il va me demander de connecter quelque chose en bump value. Donc je peux venir chercher haute color, le rouge, et le connecter en bump value. Donc si je fais ça, je vois que c'est le même genre de connexion que j'avais fait tout à l'heure avec la rampe, la couleur de sortie en bump value, et ça va se connecter en normal caméra. Donc tout ça est créé un petit peu pour nous, par défaut. Et donc quand je fais ça, je vais rafraîchir ma scène, je ne vois rien ici. Voilà. Donc quand je fais ça, typiquement le bump a une valeur qui est souvent trop élevée d'origine. On peut le remettre déjà à 0,1. Et ici je vais sentir autre chose. Ici je vais sentir vraiment plutôt l'idée de micro-sillon, et on a ici une matière qui pourrait nous rappeler par exemple la surface d'un disque vinyle. Donc si je vais chercher d'autres textures avec le bump, et chaque fois il n'est pas très content que je change la texture comme ça, donc je dois rafraîchir. Trop ma texture ici, on va essayer celle-là. Voilà. Ce qui il prend ma texture, mais on la voit peut-être pas assez. Voilà. Donc ici j'ai une texture qui va me donner quelque chose comme un truc un petit peu granuleux ici. Et on va voir vraiment que ce genre de texture, de bump, peut vraiment enrichir. Ici on pourrait se rapprocher peut-être de quelque chose comme un cuir tout doucement. Et donc ça va réagir aussi bien ce bump sur le spéculaire que sur la couche de diffus. Donc, si je mets un diffus et que je regarde la réaction du diffus à ce bump, donc on voit que le bump réagit déjà sur la couche de diffus, mais vraiment encore plus sur la couche de spéculaire. Donc vraiment c'est une combinaison qui est vraiment très intéressante. Travailler sur la couleur du matériau, le roughness du spéculaire, et travailler avec un bump supplémentaire, éventuellement texturer le roughness. Donc ça c'est, je dirais, vraiment une des combinaisons de paramètres qui vous permet de couvrir le plus large spectre de matériaux de base,
avec éventuellement bien sûr l'idée de texturer la couleur ici, texturer le roughness, on a vraiment la possibilité de couvrir une quantité de matériaux assez impressionnante. Donc pour faire quelques réflexions sur le bump, pensez que le bump, c'est toujours bien qu'il soit bien entre du blanc et du noir, donc prenez votre texture et vous la regardez avec l'isolate pour voir qu'elle est bien entre du blanc et noir. Vous pouvez, si vous voulez, la passer dans une rampe et jouer comme on l'a fait tout à l'heure. Par exemple, si je fais ceci, par exemple, je vais avoir un bump qui marque des sortes de petites taches comme si on avait de la rouille. On pourra d'ailleurs réutiliser ce même masque pour par exemple mélanger de la rouille avec un métal. On pourrait faire ça tout à l'heure. Et donc vous pouvez vraiment jouer avec une rampe et jouer avec la valeur du bump en allant éventuellement en négatif pour avoir plutôt des marques, des coups plutôt que des bosses. Donc le bump est assez simple à utiliser. On peut vraiment, grâce à des textures comme le noise, obtenir une quantité impressionnante de situations. Rien que en jouant sur le scale, déjà, ça va sur le scale et la value du bump, on obtient déjà vraiment plein de motifs très très intéressants. Donc c'est une petite configuration que vous pouvez vraiment tester et qui ne demande donc pas d'UV. Donc on va regarder maintenant l'anisotropie. Donc l'anisotropie, quand on a un roughness qui n'est pas une valeur nulle, va nous permettre d'étirer nos reflets. Donc on le voit ici. On a comparé à nos reflets initiaux, on a des reflets qui s'étirent dans une direction. Cette direction va pouvoir être modifiée. Donc je vais pouvoir, grâce à la rotation, modifier, orienter différemment mon reflet. Je vais pouvoir faire simplement tourner ce reflet qui peut être plus ou moins allongé en fonction de ma valeur ici. Alors, on va remarquer quand on travaille avec l'anisotropie, on va remarquer parfois certains soucis. Alors, un des premiers soucis qu'on peut avoir, c'est ce qu'on voit ici, c'est des sortes de petites bandelettes qui apparaissent, qui vont être dues en fait au fait que nos objets doivent être subdivisés. Donc je dois me mettre en 4 claques ici avec au moins une itération et venir cocher la case Smooth Tangents. Donc déjà en faisant ça, je vais résoudre en grande partie mon problème de bandelette. Je vais avoir un autre problème ici qui provient en fait des coutures d'UV. Là où j'ai des coutures d'UV, je vais avoir des soucis. Donc c'est peut-être pas l'idéal ici. Je vais essayer de faire d'autres UV. Je vais faire un clic droit et faire un mapping par exemple en Y. Et je vois ici déjà que mon comportement va être fort différent. Donc on sent qu'il y a ici une réaction de la rotation et de ces paramètres-là à la disposition des UV. Donc ici j'ai des coutures d'UV sur cet objet-là. Donc les coutures d'UV, on les voit ici. Elles apparaissent également parce que la rotation va être différente selon l'orientation de mes faces dans les UV. Donc c'est un petit peu particulier ce système d'anisotropie et il faut vraiment s'y préparer. Donc ici j'ai préparé une surface un peu plus simple. Je vais me mettre dans un angle où on voit des choses de manière intéressante. Donc ici j'ai une surface qui reste elle assez simple et qui se comporte correctement. Alors on va venir voir comment on pourrait texturer ces deux paramètres d'anisotropie. Tout d'abord, on pourrait texturer, je pourrais déjà regarder ce qui se passe si en plus de l'anisotropie, j'ai du bump dans mon image. Donc je vais rafraîchir ma scène ici pour qu'on visualise le bump. Donc ici, je ferai quelque chose qui commencerait à ressembler à une surface de disque, par exemple. Et on va voir qu'on pourrait texturer le paramètre de rotation. Alors les textures qui vont convenir à ce genre pour le paramètre de rotation, ça va être vraiment des rampes de type radial ici.
Donc je vais ici utiliser une rampe radiale. Donc, on ira vraiment regarder à quoi elle correspond et je connecte le paramètre de spécular rotation. Dès que je fais ça, je vois que maintenant j'ai une espèce de rotation qui accompagne donc, ma texture. Quand je l'isole pour voir à quoi elle ressemble, fait un tour comme ceci. Donc j'ai une valeur de rotation ici dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, et puis je refais un tour complet 360 degrés en revenant au noir. Donc typiquement, c'est vraiment une des utilisations typiques de la rampe radiale de texturer ça, mais donc il faut bien se rendre compte que sur d'autres objets, avec d'autres UV, on va avoir quelque chose qui sera probablement moins intéressant. Donc ici, ça devrait probablement bien se comporter aussi sur la sphère. Alors, on voit sur la sphère que j'ai également une sorte d'orientation de mon effet. Et si je reviens sur mon matériau, je peux évidemment avoir un effet moins prononcé, peut-être plus intéressant si j'ai une anisotropie un peu plus subtile. Donc ça donne déjà un premier effet assez intéressant. Donc plutôt que d'avoir des réflexions pratiquement circulaires, on les étire un petit peu le long par exemple des sillons d'un disque ou des traces d'un potier ou des choses comme ça. On pourra utiliser ça également avec un matériau qui serait métallique. Donc si j'ai un matériau métallique, on pourra vraiment aussi profiter de ce type d'anisotropie. Je vais revenir avec un matériau fort brillant comme scène. Mais donc on pourra également utiliser l'anisotropie pour des matériaux métalliques et obtenir le même type de résultat. Donc ça pourrait être utile pour faire des fonds de casserole, etc. Alors en plus de ça, je vais aussi paramétrer le paramètre donc je pourrais paramétrer aussi, pour avoir quelque chose d'un peu plus riche, le specular roughness, ce qu'il est ici. Et donc je vais utiliser une rampe. Donc, on a déjà vu comment utiliser une rampe, je vais en utiliser une autre cette fois. Donc on a deux types de rampes, une rampe pour les couleurs et une rampe en fait pour des valeurs. Ici on pourrait vraiment utiliser celle-là. Donc je fais passer mon image, je vais montrer l'image que je fais passer, donc, ma texture ici, qui est un simple bruit avec un flou radial fait dans Photoshop. Je la fais passer dans ma rampe ici avant de la faire passer en specular roughness. De cette manière-là, et en me mettant sur Custom ici, je vais pouvoir, grâce à cette petite pente ici, venir corriger mes valeurs, voire sélectionner des plages. Donc je vais pouvoir vraiment jouer assez facilement sur le même genre de travail qu'on a fait tout à l'heure avec l'autre type de rampe. Je vais vraiment pouvoir venir chercher des valeurs de spéculaire grâce à cette petite rampe ici de valeurs. On va voir le résultat. Et je vais me remettre. Donc je pourrais déjà regarder ce qui se passe si je vais chercher des valeurs plus blanches, donc plus floues. J'obtiens quelque chose de brossé plus mat ou quelque chose de plus brillant en descendant plus vers le bas. Plus de valeur si je m'écarte un peu plus, donc ici j'obtiens une sorte de palette de roughness assez vaste. Je vais revenir aussi sur l'idée sur me concentrer vraiment sur le reflet spéculaire lui-même pour observer ça. Et donc on voit que la composition de ces différents éléments peut vraiment nous donner des effets intéressants de fond de casserole, de platine, vinyle, etc.
ça pourrait être aussi de céramique brossée. Donc toutes sortes de manipulations qu'on peut faire sur nos objets pour enrichir un peu le reflet spéculaire. Donc on peut encore mentionner l'idée d'utiliser des choses comme un cell noise, donc peut-être quelque chose comme ceci, qui pourrait donner des effets un peu pailletés comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des expériences avec différentes textures et de voir ce que ça peut donner si vous les mettez en rotation, en anisotropie, en roughness ou en bump. Alors maintenant qu'on a vu les paramètres du spéculaire, je vais parler du métallique. Donc je vais venir d'abord regarder ce qui se passe dans la phase de diffuse. On avait déjà compris que le spéculaire venait prendre une partie ici du diffus. Donc si je coupe complètement le spéculaire, mon diffus est plus présent, je dirais, dans la scène, que le spéculaire va légèrement noircir les bords ici. C'est-à-dire que le spéculaire est présent sur les bords. Ça, on l'a bien compris. Alors, ce que je vais regarder maintenant, c'est l'idée que quand je viens en métallique, tout vient se mettre ici, dans la phase de diffuse. Donc, le reflet métallique est un reflet de type spéculaire. Simplement, on peut vraiment, en le colorant comme je le fais ici, on peut vraiment se rendre compte qu'il s'agit d'une somme. Donc on a vraiment un reflet, si j'assombris vraiment le reflet métallique, on voit que j'ai cette composante de reflet spéculaire métallique ici au milieu, plus un deuxième reflet qui se combine, toujours spéculaire, mais qui est pratiquement le même reflet qu'on avait tout à l'heure. Donc ça c'est le modèle d'Arnold, qui est un modèle assez sophistiqué, qui va nous permettre de faire des métaux qui ressemblent vraiment aux métaux de la réalité. Donc dans d'autres modèles, on n'utilise pas du tout le métallique, on utiliserait par exemple juste l'indice de réfraction en mettant une valeur très élevée et on obtient quelque chose de métallique. Mais ici, on va pouvoir avoir vraiment une couleur frontale et une couleur sur les côtés en utilisant les deux champs de couleurs ici. Donc on va utiliser ça, je vais rester sur des valeurs classiques par ici. Et donc on va utiliser des tables ici. Et pour choisir mes couleurs, assez simplement, je vais venir au Color Picker. Donc je vais, par exemple, venir créer du cuivre. Je choisis ceci pour le base color et comme couleur pour le spéculaire, je viens chercher la deuxième couleur. Je me mets en métallique et j'obtiens comme ça un métal qui est très légèrement plus clair sur les bords et qui va me donner un aspect métallique. Alors, bon, on va faire quelques petites modifications pour regarder ce qui se passe quand on joue avec le roughness d'abord. Tout d'abord, le roughness, plus on va le mettre bas, plus on va avoir un reflet parfait. Donc si on a des métaux vraiment précieux, typiquement le roughness, donc pour de l'or, du titane, on pourrait avoir des reflets comme ça vraiment très très nets. Si je veux faire quelque chose comme de l'aluminium ou du cuivre ou quoi, je peux vraiment augmenter mes paramètres ici. Augmenter, ou comme on a déjà fait, texturer. Alors je peux donc vraiment jouer avec, donc si je regarde quelques exemples ici, le même métal avec un bruit qui est écrasé en hauteur, qui va me donner ce genre de strie, ou une texture pour la rotation de l'anisotropie. Et donc juste pour l'exemple ici, un métal brossé qui est fait avec un noise qui est donc écrasé dans une des directions, avec un scale que je mets en bump avec une très faible valeur dans mon matériau. Donc il y a ici la connexion avec le noise via le bump node et via une petite rampe qui est réglée en custom avec une pente qui est adoucie ici pour trouver vraiment des valeurs intéressantes. Donc on pourrait également vérifier la rotation et jouer avec la rotation ici de l'anisotropie, voir ce qui convient le mieux sur nos objets.
Voilà donc pour les métaux, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. On va pouvoir maintenant regarder les deux derniers types de réflexion. Donc une autre réflexion spéculaire ici qui va vraiment pouvoir venir s'ajouter à la réflexion présente. Donc si je rajoute ici mon reflet spéculaire sur mon métal, on va voir que cette fois il va se rajouter, je vais retirer mon bump sinon on va pas vraiment bien voir, et mettre par exemple un reflet nettement plus flou ici. Donc on voit cette fois j'ai mon reflet de base ici, donc il est éventuellement texturé ici par le noise, et par-dessus je sens que je suis venu vraiment rajouter une pellicule ici, donc un reflet supplémentaire ici. On va l'isoler grâce au passe de rendu, donc mon reflet de base spéculaire métallique est celui-ci, et par-dessus je viens rajouter un reflet, comme si j'avais vraiment une couche de vernis au-dessus de mon métal. Donc on va pouvoir utiliser ça, que l'objet soit métallique ou pas. Donc, on peut vraiment combiner, donc on va regarder le type de matériaux qu'on pourrait obtenir grâce à ce coat. Donc avec un reflet de base, on va supprimer l'anisotropie. Regardez avec une réflexion de point light ici. Donc je vois ici une sorte de première couche de spéculaire qui est assez diffuse, et par-dessus je peux venir par exemple rajouter un coat qui va me refaire des points beaucoup plus nets, donc avec un roughness relativement peu élevé. Donc ça c'est une des utilisations classiques. On pourrait vraiment utiliser ça aussi plus tard quand on jouera par exemple avec de l'émission. Si j'ai une couleur en émission ici, une couleur un peu jaune par exemple, mais je vois que le coat lui va vraiment réagir par-dessus toute mon émission, et donc c'est un bon moyen par exemple de faire des tubes néons, etc. Alors le coat, il a quelques applications supplémentaires à ce reflet supplémentaire. Une des choses particulières avec le coat, c'est qu'il ne va pas être affecté par le bump de notre objet. Donc si je regarde ici ma passe de diffuse, j'ai un bump qui affecte également le spéculaire. Mais si je vais voir dans la passe de coat, le bump n'affecte pas mon coat. Donc ça va me permettre d'obtenir éventuellement, je pourrais utiliser à la place du spéculaire, donc éteindre le spéculaire et n'utiliser que le coat pour donner une impression de matériau qui a une sorte de grain, et par-dessus une couche vraiment de vernis indépendante. Donc ça peut permettre d'obtenir des effets vraiment intéressants. Je pourrais à l'opposé utiliser le champ particulier, donc j'ai un champ spécifique pour faire du bump qui est lié au coat, qui est donc normal, qui est un petit peu différent ici, mais qui s'utilise pratiquement de la même manière. Donc je peux faire glisser ici le bump lié, donc je dois probablement faire un update ici, voilà. Et donc ici, cette fois, j'ai du bump uniquement sur le vernis, mais pas sur ma couche inférieure. Donc si je vais voir la couche de diffuse, elle n'est pas affectée par ce bump. Voilà, donc ça permet, ce coat est vraiment une couche superficielle. Alors on va aller encore voir une autre utilisation du coat, c'est l'idée de le colorer. Alors une autre application du coat, c'est vraiment l'idée de colorer le coat et de l'utiliser comme une encre. Donc le plus simple, c'est évidemment de le colorer en noir. Donc ça va vraiment agir comme une pellicule qui masque complètement, qui empêche toute lumière de passer, donc toutes les lumières qui sont
qui proviennent des couches inférieures, le coat agit vraiment comme une couche de surface, vont être masqués par cette encre noire. Alors si je vais choisir une encre, donc on pourrait utiliser ça, typiquement ici je vais utiliser un masque, donc je vais venir texturer, donc le champ coat ici correspond au weight, du coat, comme chaque fois que vous voyez spécular, ben c'est le weight du spécular, etc. Donc je peux utiliser un masque ici, donc j'ai pris une image noir et blanc et je l'ai inversé avec un petit node qui s'appelle reverse. Et donc comme ça j'obtiens une encre qui vient s'imprimer comme ça sur mon objet. Alors on va regarder ce qui se passe maintenant si on met une couleur à la place du noir. Et je vais prendre par exemple du bleu. Alors si je prends du bleu, c'est assez étrange, on a du bleu dans les zones de bleu et on a du noir dans les zones de rouge, de jaune et de vert. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il y a l'idée vraiment que le code va laisser passer ici, il va absorber en fait tout ce qui est rouge et vert, donc le jaune également qui est composé de rouge et vert, et ne laisser passer que le bleu. Ici, dans toute cette zone-ci de mon dégradé, je n'ai absolument pas de bleu, donc ça paraît noir. Et ici, dans les zones vertes, cyan et bleu, on a du bleu dans la lumière, dans la couche inférieure, donc le coat laisse passer le bleu. Voilà, donc c'est un petit peu particulier à comprendre cette idée de coloration ici. Et donc il faut savoir que selon ce que vous avez comme couche en dessous, il y aura éventuellement toute la couleur ne passera éventuellement pas. Donc c'est à utiliser, ça fonctionne vraiment bien quand on est dans des encres noires, mais c'est un petit peu plus particulier à utiliser autrement. Et donc ce qu'on pourrait observer déjà maintenant, c'est que si on ajoute de l'émission, l'émission ne traverse pas le code, donc le code est vraiment un élément de surface, et il en serait de même si on met par exemple de la transmission et qu'on transforme donc notre objet, qu'on a des objets transparents. Donc c'est vraiment une encre qui viendrait se rajouter par-dessus tous les objets qu'on définit. Alors la réflexion suivante est le sheen, elle est assez simple à expliquer, on voit qu'elle a pas beaucoup plus de paramètres que la base diffuse. Donc je vais aller regarder directement dans la passe de sheen ce que ça donne. Donc on voit c'est cet effet-ci. Quand je l'active, je peux déjà utiliser vraiment cette glissière de poids pour la rendre plus ou moins présente. C'est vraiment un effet qu'on va décider de rendre vraiment plus ou moins présent dans le matériau. Alors on a vraiment ce paramètre de roughness qui est donc le paramètre principal qui va nous rendre soit le reflet plus net et plus piquant, plus centré sur les bords, soit vraiment très très présent et très diffus sur tout l'objet. Donc on compose vraiment avec les deux paramètres la quantité de sheen qu'on veut placer sur l'objet. Donc c'est un effet qui veut reproduire l'idée de microfibres en surface, et donc pour faire des peaux de pêche ou des tissus un peu velours, etc. Donc ça fonctionne assez bien de manière générale sur les tissus pour rajouter leur réflexion en microfibres. Alors on peut vraiment ici se permettre de colorer, soit pour obtenir une couleur qui va plus s'accorder par exemple à la couleur de la peau de pêche, donc on mettrait la couleur de la peau de pêche en plus clair ici, mais on peut aussi vraiment décider de colorer ça de manière un peu plus prononcée pour obtenir des effets spéciaux. Et par exemple si je mets un sheen bleuté sur mon objet, je vais vraiment avoir une réflexion colorée. Je reviens quand même sur l'idée que si j'ai mis un sheen assez présent sur l'objet, on aurait tendance à accorder le roughness du spéculaire en conséquence. Donc on a une partie de réflexion qui vient du spéculaire et une partie qui vient du sheen, qui vient vraiment adoucir la surface de notre objet. Alors je reviens sur cette idée de couleur. Et on va regarder ce qui pourrait se passer si je mets vraiment une couleur ici. Donc
je prends ici une texture qui est une rampe RGB. Donc on va aller regarder cette texture tout d'abord. Une rampe ici. Peut-être la rampe en V qui donne un peu plus d'effet. Donc si je colore mon effet sheen avec par exemple une rampe, ben, je vais avoir l'effet qui colore et qui pourrait me donner des effets intéressants pour par exemple un rendu un peu dessin animé. Alors ici ben, la disposition n'est pas très intéressante et on pourrait trouver que cet effet là serait intéressant, particulièrement avec ces couleurs là, si par exemple ça provient des lumières. Donc je vais utiliser ici le AI Utility. Le AI Utility est un matériau, je vais montrer ce matériau sur un des objets, qui permet de faire toutes sortes de choses. Je peux utiliser ce matériau-là pour faire des tests avec différents matériaux de base et on peut utiliser ça pour tester toutes sortes de choses. Je vais rester sur les réglages les plus simples et prendre simplement ici Lambert. Alors le Lambert ici me donne l'équivalent d'un matériau Lambert tout à fait blanc, c'est-à-dire que je vais avoir en fait une information qui me dit cette zone-ci blanche est éclairée, cette zone-ci noire est dans l'ombre. Donc je vais pouvoir utiliser ceci, non pas comme matériau, je vais garder mon matériau sur mon objet, mais comme une information noir et blanc que je vais entrer ici dans ma rampe et que je transforme via le type custom. Donc je vais transformer, donc si je viens réisoler mon information noir et blanc, je la transforme via la rampe en une information que je peux régler très, très librement ici, de manière plus ou moins contrastée, comme ça ici, et donc je viens créer une disposition de ma rampe en fonction de mon éclairage, qui va réagir à mon éclairage. Je peux supprimer cet élément-là qui ne m'est pas utile. Et donc si je regarde le résultat, je vais avoir un sheen qui va se disposer, se colorer en jaune dans les zones d'éclairage, se colorer en bleu dans les zones d'ombre. Et donc voilà un petit effet assez sympathique et facile à mettre en œuvre pour obtenir un effet un peu illustration ou qui est plus ou moins prononcé. Alors pour faire le tour complet de toutes les réflexions, il nous reste encore à parler du thin film. Donc un film fin, c'est vraiment l'idée d'une sorte de pellicule qui peut se trouver à la surface de toute une série de matières et qui simule, qui va nous générer une sorte de dégradé de couleurs comme ça, c'est comme sur les bulles de savon, mais également les carapaces d'insectes ou des taches d'essence, etc. Donc comment est-ce que ça fonctionne le thin film? Il y a vraiment l'idée que ça va dépendre d'une épaisseur. Donc une épaisseur vraiment très très fine ici, qui est définie ici dans ce champ-ci. Donc on va par exemple aller chercher une épaisseur ici de 600 ou 700, 650. Et a priori comme ça il ne se passe rien. Alors pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une différence entre l'IOR du spéculaire, c'est quelque chose qui va, je vais mettre un point 1 ici, c'est quelque chose qui va apparaître vraiment dans la passe de spéculaire. Donc ça se combine de nouveau comme le métal, ça va se combiner au spéculaire dans cette passe-ci. Donc on peut simplement avec une valeur, on peut essayer différentes valeurs et voir que très rapidement ça va assez vite fluctuer. J'ai mis ici un bump sur mon objet, j'ai un objet qui était de couleur assez sombre pour qu'on voit assez bien l'effet, mais donc vraiment pour voir cet effet-là, il faut mettre des valeurs relativement élevées. Dans les 500-600 ça fonctionne assez bien et on voit qu'on passe progressivement, avec des plus petites valeurs on passe vers des couleurs plus noir et blanc et qu'on sera sur des couleurs beaucoup plus douces si on est sur des valeurs plus importantes. Voilà. Donc c'est vraiment le champ qui réagit vraiment le plus de valeurs, c'est des valeurs autour de 5-6. Alors je vais montrer 2-3 applications avec ce thin film. Tout d'abord comment on pourrait faire une bulle de savon. Donc une bulle de savon, on va commencer par mettre notre objet. Donc il a un indice de réfraction de 1, on va comprendre que dès que l'indice de réfraction est à 1, on fait tout
qui disparaît, on a un objet vide, et grâce au thin film, donc si je mets une valeur de thin film ici, je vais avoir une coloration. Alors cette coloration, pour le moment, elle est vraiment un peu en dégradé, comme ça, très uniforme, donc je vais utiliser un noise ici, pour mettre des valeurs qui vont varier autour entre 5 et 600 par exemple. Donc un noise, si je le mets comme ça, mon noise il est entre 0 et 1, donc je vais le faire passer par un high range ici. Donc ça va me permettre de transposer mon noise qui va de 0 à 1 entre des valeurs que je peux définir ici entre 500 et 600. Et je vais connecter cette valeur-là. J'ai besoin juste d'une valeur, donc je vais prendre voilà, le thin thickness ici. Donc si vous ne le voyez pas, vous pouvez soit venir connecter ici, cliquer sur Other et le trouver dans la liste ici, ou bien déployer toute la liste comme je l'ai fait, simplement en faisant un clic droit ici, Show All Attributes. Et donc, j'ai transformé mon noise ici en valeurs qui vont en fait de 500 à 600 grâce à Output Min, Output Max. Et donc, au final, j'obtiens cette dispersion bruitée de mon noise. Donc je pourrais même animer le noise dans le temps pour faire bouger les formes comme sur une bulle de savon. Je pourrais également animer légèrement ces paramètres-là pour faire varier le rang de couleur. Donc je peux animer les deux paramètres ici avec un clic droit et mettre des clés. Alors je pourrais rajouter par-dessus éventuellement un petit peu de code pour avoir une petite réflexion supplémentaire. Et donc bien régler évidemment les roughness, etc. Donc ici j'ai mis une valeur de IOR un peu différente pour le thin film et pour le coat, pour avoir une petite différence. Donc voilà. Et donc, juste en ayant laissé tourner un peu le temps de rendu pour voir un peu le résultat final. Voilà, et après la bulle de savon, je terminerai sur cet exemple-ci où je fais assez rapidement, donc ça manque un peu de travail de texture de relief, mais avec une texture de relief et avec ce système de high range, de nouveau dans des valeurs ici entre 240 et 300, où je réalise une sorte de nacre ici. Alors l'étape suivante, ça va être de regarder les zones de transmission et de subsurface, donc tout ce qui reste ici dans le matériau, et encore quelques petites choses ici en dessous, pour parler un peu des matériaux semi-transparents ou transparents.